On a encore quelques retardataires, mais on va quand même démarrer la séance. Ce soir, il y a du Covid qui tourne dans l'air, hein, donc il y a aussi quelques absents de ce fait. Et aussi, on a des anniversaires. Donc, je comprends que les anniversaires familiaux, ce soit des moments importants pour passer la soirée en famille. Voilà. Nous allons commencer par faire l'appel. Et hop, allons-y. Olivier Lebrun, présent. Vincent Guillon, pouvoir à Jean-Michel Sakidis. Laure Cotin, pouvoir à Pauline Biodel. Louis Le Pivin, Présent. Jeanne-Marie Amann, pouvoir à Philippe Gevrey. Jean-Michel Sakidis. Présent. Christine Caron, elle ne devrait pas tarder. Jean-Philippe Ollier, pouvoir à Clerget. Jean Bernicot. Goueno Teston. Philippe Gevrey. Patrick Comovert. Pauline Biodel. Isabelle Cocadric, pouvoir à Daniel Der. Valérie Le Destumer. Paola Pilikevich. Valérie Médon, pouvoir à Jean Bernicot. Bertrand Schneider. Alice Cata. Camille Falk. Elle ne va pas tarder. Arnaud Brosset, pouvoir à Valérie Le Destumer. Arnaud Brolier-Moury, pouvoir à Patrick Comovert. Livet Venin, pouvoir à Jean Gilbert. Jean Gilbert. Clerget. Daniel Der. Arnaud Lancel. Alexandre Méheux. Louis-Joseph Fournier. Aurélien Méheux. Suzanne Egal, pouvoir à Benoît Florence. Helge Zuberkrub et Benoît Florence. Voilà, je fais passer la feuille de présence pour que vous puissiez la signer. Oh, merci. Alors, nous commençons par la désignation d'un secrétaire de séance qui est volontaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de séance, donc quelqu'un? Ah ben, Jean Bernicot, c'est parti. Nous commençons par l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2024, c'est-à-dire la dernière séance que nous ayons faite. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal de cette séance? Pas de remarques particulières. Nous pouvons donc passer à son approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous en remercie. Alors, aujourd'hui, on a 3 délibérations pour renouveler un petit peu le conseil municipal, puisque 4 conseillers municipaux ont donné leur démission dernièrement, et donc ils vont être remplacés par 4 autres conseillers municipaux. En l'occurrence, nous avons reçu les démissions successives de Madame Cerveau, de Madame Anne Rimbaud pour le groupe Viroflay C'est vous. Et donc, nous avons pris la liste de Viroflay C'est vous. Nous avons proposé les postes en fait au suivant de la liste. En fait, il y avait Madame Sandra Rissignolo qui n'a pas souhaité siéger, donc qui a présenté sa démission sans avoir siégé. Et nous avons aussi une suivante de liste. Donc, enfin, ça a été Aurélien Méheux qui a accepté, qui était suivant de la liste. Puis après, Mme Fordeville a été sollicitée. Elle n'a pas souhaité, elle a présenté sa démission. Et donc, nous avons donc Louis-Joseph Fournier qui intègre le conseil municipal. Et du côté de la liste Union Pau Viroflay, j'ai reçu la démission également de Laurent Sassier, qui a racheté une entreprise en Bretagne. Donc, en fait, c'est un peu difficile d'être dans les parages. De même, Fleur Hoffman, qui est étudiante à Lille et très investie sur le plan associatif là-bas. Et donc, qui sont remplacés par les suivants de la liste, qui sont donc Madame Clerget et Monsieur Daniel Der. Voilà, qui ont accepté l'un et l'autre ce mandat. Donc, nous procédons à leur installation. Il n'y a pas de vote particulier en fait pour cette installation. À partir du moment où l'appel a été fait avec vos noms, vous êtes donc installés et nous allons pouvoir procéder ensuite aux désignations dans les différentes commissions. Il y a simplement il y a une mise à jour du tableau. Le tableau du conseil municipal, le tableau en fait suit un ordre particulier et donc qui est un ordre réglementaire. Donc et clergé est la dernière du tableau. Je ne sais plus pourquoi. Si c'est la plus jeune, je crois, quelque chose comme ça. La plus jeune dans ceux qui non, même pas.
Alors, c'est la dernière investie du fait de la démission de la dernière de notre liste. Voilà. Donc, ce tableau, vous l'avez reçu et il est officialisé ce soir. Le préfet, bien évidemment, a été saisi de ces démissions et de ces nominations et installations. Nous n'avons pas reçu de commentaires particuliers de sa part. Donc, nous pouvons considérer que le conseil municipal est installé. Il est au complet à 33 membres. Y a-t-il des questions, des remarques particulières sur ce sujet? Oui, monsieur Méheu. Vous, c'est Aurélien, c'est ça? C'est D'accord. Aurélien. Allez-y. Je souhaiterais prendre la parole dans le cas du renouvellement des élus de la liste VCV. Eh bien, Monsieur je le vous la maire, donne. chers collègues, la liste VCV, soucieuse de démocratie locale, a souhaité dès sa naissance donner l'envie et la possibilité d'une véritable implication citoyenne dans la gestion quotidienne de la municipalité et dans la préparation de l'avenir. Depuis 2020, 6 élus VCV ont travaillé, participé, apporté leurs compétences et propositions. Cécile Chopard, Patrice Ossorowitz, Christine Pachot, Cédric Perrier, Emmanuel Serveau et Anne Rimbaud. Comme en décembre dernier, les 2 récentes démissions reflètent les valeurs d'alternance de notre groupe. Il s'agit toujours de permettre au plus grand nombre de colistiers de VCV de vivre l'expérience du conseil municipal, des commissions et autres instances. C'est un passage de relais à des équipiers qui vont poursuivre la route soutenue par l'expérience de leurs prédécesseurs. Fort de nos 1111 électeurs lors des élections municipales de 2020, nous restons convaincus que la liste Viroflay-C'est-Vous a su redynamiser l'action de la majorité municipale dans l'intérêt de tous les Viroflaysiens. Je vous remercie. Merci. Voilà, c'est une déclaration liminaire. Voilà. Non, c'était juste le fait qu'avant, on avait une parité homme-femme. Maintenant, on n'a plus que des hommes dans votre liste. Donc, ce que je peux regretter, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est au début que ça marche, la parité. Et après, effectivement, il n'y a plus de règles particulières là-dessus. Donc, merci. Nous procédons maintenant à la deuxième délibération, qui est le remplacement de 4 élus dans les commissions municipales. J'ai eu donc les différentes suggestions. Donc, je vais vous proposer dans les commissions municipales, pour la commission numéro 1, d'intégrer Claire G, la commission numéro 1 qui est Finances, Urbanisme, Travaux. Dans la commission numéro 2, M. Daniel Der, Enseignement, Jeunesse et Sport. La commission numéro 3, Famille et Affaires sociales, M. Louis-Joseph Fournier. Et pour la commission numéro 4, M. Aurélien Méheu. Voilà, je ne vous redonne pas la composition complète de ces commissions, mais c'est du remplacement un pour un, sans qu'il y ait de modifications complémentaires dans la composition de ces commissions. Je rappelle que ces commissions se réunissent toujours quelques jours avant la séance du conseil municipal. La plupart du temps, la commission 1 le mardi, c'est souvent elle se réunit quasiment toujours. Et puis après, les autres commissions, c'est en fonction de l'ordre du jour. Voilà, y a-t-il on va passer au vote, y a-t-il des oppositions à cette composition des commissions municipales? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie pour ces différentes commissions. Nous passons à la délibération numéro 3. Et là, il s'agit, suite à la démission de Anne Rimbaud de la liste Viroflay-C'est-Vous, qui était également élue au conseil d'administration du CCAS, Centre communal d'action sociale. Il s'agit donc de la remplacer. Alors là, c'est un mode de scrutin particulier, puisque c'est un mode de scrutin par liste. Et donc, je rappelle ce que je dis à chaque fois, c'est que ce mode de scrutin par liste, si on déposait, les différents groupes déposaient chacun une liste, il y aurait au moins un des groupes de cette salle qui n'aurait pas de place au CCAS, compte tenu du nombre de postes réglementaires. Donc, en l'occurrence, je vous propose, comme nous le faisons habituellement, de pouvoir déposer une liste bloquée, c'est une liste complète,
sur laquelle nous proposons de voter et dans laquelle nous aurions donc sur les 6 conseils municipaux élus, Mme Laure Cotin, Mme Gonoa Teston, Mme Alice Cata, M. Olivier Venin, M. Louis-Joseph Fournier et Mme Elke Subercru. Voilà. Comme ça, chacun peut y siéger et faisons jouer également la démocratie locale puisque c'est une amélioration par rapport à ce que prévoit la loi. Voilà, y a-t-il des questions sur le sujet avant que nous passions au vote? Pas de questions, pas de suggestions. Nous procédons au vote. Opposition, abstention. Cette liste donc est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer, donc, une fois que ces délibérations de réinstallation du conseil municipal ont été faites, on passe à des délibérations que je qualifierais de classiques. La première notamment à cette période de l'année sur les admissions en non-valeur pour les créances éteintes. Et donc, je vais donner la parole à Jean-Michel Sakidis, maire adjoint aux finances. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, l'essentiel de la délibération vous est présenté à l'écran. On y retrouve à la fois ces créances en non-valeur pour un total de 1 828 et quelques et des créances éteintes pour 40 012 et quelques. Alors avec une différence notable entre les deux types de créances. La première résulte de l'impact de 20 débiteurs, les 1 828 et quelques, incluant 2 sociétés, 18 particuliers, c'est ce qui est rappelé dans la délibération. La deuxième, à l'inverse, celle des créances éteintes, est due à l'irrecouvrabilité de ce montant du fait du dépôt de bilan en fait, d'une entreprise qui ne s'est pas acquittée du montant qu'elle devait à hauteur de 37 498, qui était lié à une occupation du domaine public. Et donc, pour finir de purger ces comptes, il nous est demandé donc d'acter ces créances admises en non-valeur et créances éteintes. Merci, monsieur le maire adjoint. Y a-t-il des questions sur le sujet? Pas de questions, nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Sekli, vous poursuivez avec une subvention d'équipe pour du fonds social. Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, le projet pour lequel il est demandé une subvention d'équilibre concerne le programme immobilier au 108-110 avenue Gérald Leclerc, tel que vous le voyez, qui est porté par Versailles Habitat et qui fait suite à des difficultés de financement initiales. Pour mémoire, nous avions déjà vu ce projet en avril de cette année au cours d'une séance pendant laquelle nous avons acté une garantie d'emprunt à hauteur de 1 798 000. Il s'est avéré qu'entre-temps, les modalités de financement de ce projet n'ont pas pu être réunies pour différentes raisons qui sont évoquées dans la délibération. Et donc, un effort conjoint à la fois de Versailles Habitat et des différents intervenants impliqués dans la réalisation de ce programme réhabilite cette faisabilité, moyennant que nous acceptions de verser un montant de 200 000 euros tel que c'est spécifié. Ce programme immobilier, tel qu'il est rappelé dans la délibération, et concerne 32 logements. Vous avez le détail dans les documents qui vous sont joints aux documents de support de cette séance du conseil municipal. Et donc, aux fins de pouvoir malgré tout réaliser ce projet, il nous est demandé d'accepter de verser cette subvention en plus de la garantie d'emprunt que nous avons déjà octroyée. Merci, monsieur Sekidis. Y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération? Je précise qu'effectivement, le désengagement du conseil départemental est lié à ces grandes difficultés financières, liées notamment, en fait, et liées uniquement à la crise de l'immobilier que traverse la France et encore plus l'Île-de-France et les Yvelines encore plus, puisque le conseil départemental a perdu en 2 ans 20% de ses recettes. 20% de ses recettes sur un total d'1,2 milliard. Je vous laisse faire le calcul et ça se fait passer en 2 ans et c'est très compliqué. Donc,
la plupart des robinets sont désormais fermés. Et c'était une compétence et une subvention qui était en dehors de son champ de compétences réglementaires, j'allais dire. Donc, en fait, tout ce qui n'est plus réglementaire maintenant est désormais clos le temps que le département se refasse une santé financière en espérant que le marché de l'immobilier puisse reprendre. Vous le verrez, ces difficultés financières liées à la diminution des droits de mutation touchent aussi les communes et vous le verrez à la fin de l'année sur le fait qu'à Viroflay, on n'échappe pas à cette règle, sur le fait que on va perdre entre 40 et 50% des droits de mutation que nous avions l'année précédente. Voilà, mais ça ne nous met pas dans autant de difficultés que le conseil départemental. C'est à une moindre échelle. Voilà, c'était un petit complément que je voulais vous apporter sur la situation complexe du département. Ce n'est pas le seul à vivre ça, évidemment. Tous les départements, notamment d'Île-de-France, subissent ce même revirement financier. Voilà, on n'a pas voté encore? Non. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Comme nous le faisons régulièrement, là, il s'agit de constituer un groupement de commandes entre la ville et le CCAS pour les questions de renouvellement des assurances. Jean-Michel Sakilis, vous poursuivez? Monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, là, de nouveau, tout est dans le titre. Ce qui n'est pas spécifié, c'est que l'échéance de ces contrats d'assurance à renouveler concomitamment entre la ville et le CCAS est au 31/12 de cette année. Donc, il nous est proposé de façon assez intelligente, j'allais dire, de grouper nos forces pour avoir un contrat commun. Très bien. Pas de demande de parole. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Nous allons changer de domaine et changer de rapporteur pour passer la parole à Jean Bernico, adjoint en charge de l'urbanisme, qui va vous parler du programme local de l'habitat intercommunal pour lequel nous devons donner un avis. Monsieur le maire, mes chers collègues, dans le cadre de sa compétence en matière d'équilibre social de l'habitat, VGP est chargé d'élaborer, de mettre en œuvre et de suivre le programme local de l'habitat intercommunal sur son territoire. C'est un document qui définit pour une durée de 6 ans les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant au sein de VGP une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement. Son élaboration a été menée en concertation avec les communes, les partenaires et tous les acteurs locaux. Le PLHI intègre évidemment les difficultés mises en lumière par l'étude foncière, à savoir une très forte raréfaction de la ressource foncière, d'importantes contraintes patrimoniales et naturelles, et une complexité de la mobilisation du foncier de l'État. De même, les effets de la crise immobilière actuelle pèsent très fort sur les territoires de VGP déjà tendus. Il s'agit d'opérations immobilières difficiles à équilibrer, voire à l'arrêt, d'une pénurie de foncier à un prix abordable et d'une hausse des taux d'intérêt qui touche à la fois les promoteurs et les particuliers. Dans ce contexte, la stratégie Habitat de VGP s'appuie sur les politiques communales à l'œuvre et est portée par les élus qui souhaitent des objectifs réalistes en matière de production de logements. Le PLHI doit également faciliter les communes pour remplir leurs obligations au regard de la loi SRU. Il reprend les objectifs quantitatifs pour les communes déficitaires comme Viroflay. En termes de mixité sociale, le PLHI propose, en termes de production de logements, un objectif de 40% de logements sociaux à l'échelle de VGP sur la durée du PLHI. Le PLHI s'appuie sur 3 grandes orientations qui se déclinent en 11 actions. D'abord, un socle de conditions de réussite. Il s'appuie notamment sur un observatoire de l'habitat et du foncier, ainsi que la mise en place d'instances de pilotage et de suivi. Deuxièmement, un PLHI au service de la qualité d'accueil des ménages, avec par exemple la pérennisation des garanties d'emprunt pour les opérations de logements sociaux, la mise en place d'un comité interbailleur
le renforcement des partenariats, notamment avec l'EFS, l'EPF et l'OFS, et un suivi de la mise en place d'un guichet unique départemental. Troisième orientation, un PIHI à l'écoute des enjeux solidaires, avec notamment la poursuite des travaux engagés avec la Conférence internationale du logement, copilotée par VGP et l'État, et l'engagement d'un partenariat sur les logements des actifs avec les entreprises locales. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir donner un avis sur le projet de PLHI 2024-2030 de VGP. Bien, le conseil communautaire ayant déjà voté, donné un avis sur ce PLHI, les communes sont invitées à donner un avis dans le délai de 2 mois qui a été prolongé par VGP jusqu'au mi-octobre, je crois, 24 octobre, pour permettre de passer cette période de vacances que nous venons de connaître et permettre à chaque ville qui le souhaite de délibérer. Ça n'est pas une obligation. Si les villes ne délibèrent pas, l'avis des villes est considéré comme favorable. J'ai considéré que ça valait le coup, certainement, de pouvoir présenter que vous puissiez en avoir connaissance pour pouvoir justement avoir l'ensemble des éléments à votre disposition. Y a-t-il des demandes de parole sur ce PLHI? Monsieur Florence. Allez. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est avec satisfaction que nous voyons qu'un nouveau plan local de l'habitat intercommunal, PLHI, est enfin proposé par VGP. Nous rappelons que le dernier s'était terminé en 2017 et que depuis, nous avons régulièrement demandé à quel moment VGP établirait un nouveau plan. Ce plan fait suite à un travail de diagnostic des capacités et des besoins sur les communes de VGP et fixe les actions objectifs pour 6 ans, de 2024 à 2030. Il est donc essentiel. Ces documents sont riches et mériteraient d'être largement présentés et commentés dans ce conseil. Comment accepter les transformations de notre environnement urbain sans comprendre les besoins à satisfaire, sans comprendre les problématiques, sans en connaître les objectifs? L'acceptation de ces changements par la population dépend de cette connaissance. En revanche, nous regrettons d'être sollicités pour donner un avis sur un dossier documenté de 200 pages en un délai aussi court et cela nous amènera à nous abstenir. Néanmoins, nous ferons quelques observations. Les actions prévues sont intéressantes. Le cadre réglementaire fixe la répartition des logements sociaux avec au moins 30% en PLAI pour les plus modestes, au plus 30% en PLS-BRS pour les demandeurs les plus aisés et le reste en PLUS. Le PLHI s'intègre donc dans ce cadre. Cependant, toutes les études sur le logement confirment que l'offre de logements très abordable, donc en PLAI, est très inférieure aux besoins. Ceci s'observe concrètement à Viroflay, où plus de 50% des demandeurs sont de niveau PLAI et ne trouvent pas de solution. Sans attendre le rapprochement, correspond à l'action numéro 8, entre les observations de la commission intercommunale du logement et la programmation du plan, on sait déjà qu'il est en écart avec les besoins. On peut donc regretter qu'aucune action ne soit spécifiquement orientée vers le développement du parc le plus abordable, ce qui devrait être notre préoccupation majeure. On a vu, lors de la délibération numéro 5 au sujet du financement de la réalisation de 32 logements sociaux au 108-110 avenue Gérald Leclerc, que le département se désengageait de sa contribution du projet, alors que par ailleurs, il met son énergie dans le développement des BRS. Dans les actions prévues, l'action 4, qui vise à augmenter l'enveloppe de garantie de VGP, est une bonne chose. On a souvent évoqué ici l'ampleur des garanties d'emprunt accordées par la ville, extrêmement élevée par rapport à ses ressources. L'action 7, concernant la précarité énergétique et les logements insalubres, est également à souligner. La capacité des habitants à se loger dignement dépend non seulement des logements sociaux, mais également des logements disponibles dans le parc privé, et nous trouvons important que la collectivité se préoccupe des situations à risque sur le parc privé en lien avec l'ANA, et nous trouverions naturel que VGP adhère au dispositif de veille et observatoire des copropriétés, VOC. Nous vous remercions pour votre attention. Merci. D'autres prises de parole? Un tout petit, je vous remercie de vos remerciements, en fait, le fait de présenter ce PLHI. En l'occurrence, effectivement, je reconnais qu'on a un peu traîné pour le PLHI. C'est pas, quand je dis on, c'est l'ensemble des maires de Versailles Grand Parc, compte tenu de la pression infernale que met l'État qu'a mis l'État sur les PLHI précédents. Puisque je rappelle que l'État nous avait, sur le premier PLHI, nous a dit qu'il faut un rythme de 1000 constructions de logements
par an sur SA Grand Parc. Le second PLHI, on devait être à 900, donc c'était à peu près... le second PLHI, l'État lui a mis à 1500. Et on a accepté ce PLHI uniquement à partir du moment où l'État met à disposition les terrains dont il dispose pour construire les 500 complémentaires par rapport aux 1000 du PLHI précédent. Là aussi, l'État n'est pas toujours très cohérent, j'allais dire, dans ses actions. Et donc, et la plupart du temps, lorsqu'ils ont du terrain, ils ont du mal à les céder, notamment pour faire du logement social. On a beaucoup d'exemples dans Versailles Grand Parc où l'État a cherché à maximiser la ressource liée à la vente de ces terrains plutôt que maximiser le nombre de logements sociaux à construire sur ces terrains. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Les bisbilles entre ministère des Finances et ministère du Logement. Donc, on a sorti un PLHI, comme dit, qui est assez complet. Donc, il y a un certain nombre d'actions, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont définis, mais qui ont été définis, et on vient de faire le PLHI alors que la crise immobilière commençait à poindre son nez. Je rappelle aussi qu'on a signé des contrats de mixité sociale. Il y a 3 communes de VGP qui ont signé ça. Dans lesquels on a fixé nous-mêmes des objectifs en termes de construction de logements sociaux, mais compte tenu de la crise actuelle, on n'a absolument pas la certitude de pouvoir aller jusqu'au bout, en espérant que les préfets sauront reconnaître que la période n'est pas au beau fixe pour la construction de logements sociaux, mais également de logements privés. Vous dites, j'ai relevé une phrase comme dans votre propos, vous dites que vous regrettez que le CD se désengage, le conseil départemental des Yvelines se désengage des financements du logement social, mais qu'en même temps, il met son énergie dans le développement du BRS. C'est pas tout à fait vrai, puisque il y a un peu d'inertie, et on a mis du temps où les finances étaient satisfaisantes et que la crise immobilière n'était pas encore là. Effectivement, le département a mis beaucoup d'argent dans le développement du BRS en créant un office foncier solidaire dans les Yvelines. Mais je peux vous dire qu'on a revu au niveau de cet office foncier largement les objectifs à la baisse en divisant par 2 les possibilités de construction de BRS dans les Yvelines du fait de cette crise immobilière. Donc, clairement, la crise nous a rattrapés et en fait, là-dessus, on met à égalité la question en fait, du logement social et du BRS. Je rappelle que le département des Yvelines, puisqu'il est question de celui-ci, a engagé depuis des années des efforts considérables. On est le seul département en France à avoir engagé des sommes aussi importantes dans le domaine du logement et du logement social pour favoriser la production de logements. Voilà. Vous parliez de communication, d'acceptation vis-à-vis de la population du logement social notamment, mais pas que. On remarquera, et encore hier soir, j'ai fait un Facebook Live, on remarquera qu'une des personnes en ligne disait « mais il y a trop de logements sociaux à Viroflay, on a 18,43%, ou alors il y a trop de construction de logements sur Viroflay ». Là, en l'occurrence, je pense que tout le monde peut entendre dans les médias le fait qu'on traverse une crise de logement, mais qu'il y a également une pénurie de logements en France. Donc, quelque part, on ne peut pas faire ce constat et puis laisser le truc partir à volo. Voilà. Mais on compte évidemment sur les promoteurs et notamment aussi les bailleurs sociaux pour essayer d'avancer et de le faire de façon harmonieuse, sans, j'allais dire, déséquilibrer la ville. C'est ça aussi le sujet, et les maires sont très attachés à leur ville et à leur équilibre, évidemment. Et aux équipements publics qui vont avec les logements qu'on va proposer aux futurs habitants. C'est un point important. Je rappelle aussi, mais vous le savez tous autour de cette table, mais je rappelle que si une ville ne construit pas, elle perd la population. C'est inévitable. On voit bien qu'avec le nombre d'habitants par logement qui diminue, qui était de 3 il y a 50 ans, 3 habitants par logement, qui est passé à 2,3 il y a maintenant, je crois, à peu près une petite dizaine d'années, et qui va tendre vers 2,1 dans les années à venir. En fait, si on ne construit pas, on perd la population, et une ville qui perd la population, c'est une ville qui meurt. Ses commerces s'en vont, et ainsi de suite. Donc, et c'est une ville qui vieillit. Donc clairement, en fait, c'est un sujet, et la construction est impérative.
que ça plaise ou non à un certain nombre de personnes. Après, l'esthétique peut ne pas plaire, l'architecture peut ne pas plaire, mais néanmoins, on est obligé de construire, non pas que lié à la loi, sur la loi SRU, mais lié au fait que nous avons un engagement moral, globalement, de pouvoir loger les personnes qui ont besoin d'être logées, et pas que les personnes en difficulté financière, mais également les autres, pour avoir une mixité sociale la plus intéressante. Donc, voilà, je voulais faire ce petit rappel parce que je pense que beaucoup de nos compatriotes ne savent pas ou ne veulent pas entendre les difficultés qui se posent. Ils sont tranquillement dans leur logement et si on peut construire ailleurs, c'est pas plus mal. Voilà. Je le dis parce que ça a plutôt tendance à m'agacer et quand je suis agacé, je fais de l'hypertension et c'est pas bon. Voilà. Ce que je voulais dire, donc on peut donner un avis éclairé. Donc, nous avons donc qui s'oppose à ce PLHI, qui s'abstient, 3 abstentions, et donc le reste, c'est un vote à la majorité. Vous avez quelque chose, Mme Supercrug ben, c'est votre... il y a un pouvoir, donc vous voyez, j'arrive encore à... Malgré le fait que j'étais à la fête de la bière à Aslor, j'ai encore toute ma lucidité. Voilà. Bien. Donc, c'est un vote à la majorité avec 3 abstentions du groupe Cité, dont on a compris la motivation d'ailleurs que je peux comprendre aussi. Nous avons la délibération suivante, c'est moi qui vais vous la présenter, me semble-t-il. Il s'agit donc de transférer la compétence en matière de distribution publique de chaleur et de froid. Ça marche ensemble. Donc, transférer cette compétence que détient la ville au profit du CIGEIF, le syndicat intercommunal du gaz et de l'électricité en Île-de-France. Pourquoi cela? Vous le savez également autour de cette table, puisque nous avions fait ici même une réunion de la commission plénière, c'est-à-dire l'ensemble des élus du conseil municipal en séance non publique, dans laquelle on avait parcouru l'ensemble des projets de la ville. Et je vous ai fait part qu'il y avait un projet de géothermie qui est en cours d'étude, d'abord avec Chaville, entre Chaville et Viroflay. Et nous ont rejoint les communes de Sèvres et de Ville-d'Avray. Les autres communes aux alentours, Vélizy s'étant équipées et Versailles ayant ses propres projets en fait, de développement de la géothermie. Donc, pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche, j'ai notamment relancé une phase opérationnelle, en fait, de poursuivre les études et de lancer une phase opérationnelle. Nous devons soit exercer nous-mêmes cette compétence, quand je dis nous-mêmes, ce sont les communes, soit transférer cette compétence à un acteur qui possède justement en fait l'ensemble des connaissances et des compétences pour exercer cette distribution publique de chaleur et de froid. Donc nous avons choisi le CIGEIF pour le faire, CIGEIF auquel déjà adhère la ville de Viroflay, et le CIGEIF va faire un certain nombre d'études pour ensuite aboutir à la définition d'une convention de délégation de service public que nous attribuerons à un délégataire lorsque cet appel d'offres sera lancé. Donc pour l'instant, c'est juste le transfert de compétences que nous vous proposons de faire entre la ville de Viroflay et le CIGEIF. Voilà, j'ai résumé en quelque sorte des choses que vous connaissez déjà, je pense. Voilà. Y a-t-il des demandes de parole? Il y en a 2. J'ai eu Mme Supercrug lever la main en premier. Et ensuite, Monsieur Méheux. Allez-y. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, la création d'un réseau de chaleur sur les communes de Chaville, Viroflay, Sèvres et Ville-d'Avray est un très beau projet que nous soutenons. Les résidences avec un chauffage collectif seront certainement intéressées de se raccorder à ce réseau. Est-il prévu d'informer rapidement les conseils syndicaux et les syndics de ces résidences pour qu'ils puissent prévoir en avance pour adhérer au réseau de chaleur lorsque leur contrat actuel arrive à leur fin? Et est-ce que toutes les résidences avec un chauffage collectif à Viroflay pourront être raccordées au réseau de chaleur? Et si oui, à partir de quelle date?
Voilà, c'est tout. Question, Monsieur Maheu, et je répondrai globalement aux différentes questions. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous tenons tout d'abord à approuver le choix de la ville de Viroflay, ainsi que Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray, d'étudier la faisabilité d'un ambitieux projet de géothermie pour chauffer leurs habitants. Cela s'inscrit dans les actions écologiques portées par notre liste Viroflay C'est vous. Nous tenons à appuyer la nécessaire validation d'un projet aussi impactant pour la ville, aussi bien en termes de travaux de voirie que de budget, via une concertation avec les habitants le plus tôt possible. Merci pour votre attention. Merci. Donc, je vais essayer de répondre à ces différentes questions ou suggestions. Alors, on en est aux prémices. On a fait une étude très light pour l'instant, savoir si effectivement il y avait un intérêt à le faire. Et surtout, en fait, on a étudié, ça va répondre à votre question en partie, on a le cabinet qui a étudié ça, a étudié les différents points de distribution possibles sur les différentes villes. Et les points de distribution sont les points de distribution notamment, et uniquement d'ailleurs, les copropriétés qui seraient éligibles, c'est-à-dire celles qui disposent d'un chauffage central. Les copropriétés chauffées à l'électricité, en fait, ne sont pas éligibles en fait, à cette, sauf si elles mettent elles-mêmes en place un système de chauffage central, mais qui est extrêmement compliqué dans un bâtiment qui existe déjà. Donc, toutes les copropriétés ne pourront pas être raccordées. Seules celles qui sont avec une chaudière centrale et une distribution de l'eau en fait, dans les différents appartements pourront l'être. Les autres il y en a d'autres qui peuvent être équipés de chaudières individuelles. Là aussi, en fait, elles ne sont pas éligibles à ce dispositif. Donc, le cabinet a étudié toutes les différentes copropriétés et on a sorti un nombre potentiel de clients qui sont les différentes copropriétés. Voilà, pour se dire, OK, il y a une masse suffisante pour pouvoir, au final, en fait, absorber les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement sur le nombre potentiel de clients. Sachant que toutes les copropriétés éligibles ne vont pas forcément y adhérer. Et donc, voilà, je crois qu'on a pris un taux de déperdition de 30%. En disant 30% ne vont pas y adhérer de celles qui sont éligibles et les 70% restants le feront. Il n'est pas dit qu'on aille dans toutes les rues de Viroflay pour aller chercher toutes les copropriétés éligibles. Là aussi, il y a un rapport qui est fait entre le coût de l'investissement du génie civil pour aller raccorder peut-être une copro de 6 ou 10 logements. Il y a aussi des limites en fait à l'exercice. Sur la question de prévenir les copropriétés, on va le faire évidemment. Donc, je vous ai dit, on est au début du process. On a déjà commencé à communiquer un peu sur le sujet. J'en ai parlé au cours d'une réunion, la réunion Grand Projet qu'on tient toujours en début d'année. Et donc, on va évidemment, comme on a avec Valérie Ledesnumer, en fait, on a un travail sur les copropriétés pour les informer, les former. En fait, c'est un sujet qui va leur être proposé. J'allais dire sans urgence là, mais en fait, ça va être fait. Et effectivement, certaines qui pourraient avoir l'idée de changer leur chaudière, on peut leur dire, bah, attendez un petit peu. Un petit peu, il faut savoir que c'est un petit peu beaucoup, dans le sens où on indique dans le déroulement du calendrier, 4e trimestre 2029, mise en service de la géothermie et la première phase de développement du réseau. Donc, c'est quand même dans 5 ans. La première phase de mise en œuvre du développement du réseau. Et le réseau, c'est effectivement des réseaux souterrains avec deux gros tuyaux qui passent sous les voiries. Donc, ça nécessite beaucoup de travaux de voirie, de génie civil, et tout cela doit se combiner avec nos propres travaux de voirie. Et donc, il n'est pas dit que les réseaux arrivent tout de suite sur Viroflay, d'autant que Chaville a déjà un petit réseau de chauffage urbain. Et que la centrale la centrale principale qui est étudiée est plutôt à la limite de Chaville et Sèvres. Et on va étudier la possibilité d'en être une deuxième sur le délaissé qui appartient au conseil départemental à l'entrée du tramway. Des centres de Vélizy, c'est indiqué dans le dossier.
Il y a des contraintes techniques, de failles. Je passe les détails techniques de géologie. Mais c'est cela. Donc, voilà, ce sera un peu long à mettre en place. La question des travaux, évidemment, comme on le fait de façon traditionnelle, dès qu'il y a des travaux dans une rue, on en informe les habitants, on les réunit, parfois sur des choix à faire, de quelle essence d'arbre, comment on veut configurer la rue. Là, en l'occurrence, on va les réunir pour dire qu'on va faire des trous dans la rue pour passer quelque chose que certains ne vont même pas pouvoir utiliser. C'est-à-dire, lorsque des tuyaux vont passer dans une rue, des tuyaux ne vont pas desservir les pavillons, mais desserviront les collectifs. Donc là aussi, il y aura un peu de pédagogie à faire. Je compte sur l'ensemble des élus du conseil municipal actuel, mais futurs aussi, pour arriver à convaincre les personnes devant lesquelles les travaux se passent de prendre leur mal en patience, ce qui est toujours un peu compliqué. On est toujours content quand les travaux sont finis, mais on n'est pas content quand les travaux se déroulent. Et sur la question de budget, en fait, en l'occurrence, il n'y a pas de budget. Les villes ne sont pas concernées elles ne vont pas mettre le moindre euro dans ce système-là, puisque c'est le concessionnaire, donc bénéficiaire de la DSP, qui sera en charge de la construction des centrales de géothermie, de la construction du réseau, de son déploiement, et puis après de la commercialisation de cette chaleur. Et donc, dans le cadre d'une DSP, les risques, normalement, financiers sont pris en charge par le délégataire. Je dis bien normalement parce que si ça se casse la figure, à un moment donné, les questions se posent. Mais en tout cas, je crois que à l'heure actuelle, en tout cas, mais je ne sais pas si ça va durer, l'ADEME subventionne de façon importante ces réseaux de chaleur. Je crois aux alentours de 30%, mais c'est quand même sur les 4 villes, je crois qu'on doit être aux alentours de, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit friser 130 millions d'euros à peu près. Voilà. Et il y a une urgence à commencer assez rapidement, notamment de façon anticipée. Et ça, la question se pose à Chaville, puisque Chaville va avoir des travaux de voirie importantes sur l'avenue Roger Salingro, fait par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, dans le cadre de la restructuration de cette avenue. Et donc, en fait, ce sera dommage de faire des travaux et ensuite de repercer l'avenue en question pour faire passer de gros tuyaux. Voilà, donc je pense avoir répondu aux différentes questions qui ont été posées. Donc, la question qui nous est posée, donc, pour laquelle nous devons délibérer, c'est le transfert de cette compétence ou si jaïf. Y a-t-il donc des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie, je vous en remercie. C'est un très beau projet, complexe à réaliser, mais très beau projet. Et je vous remercie de le soutenir. Et enfin, dernière délibération, avant de passer, il y a une question qui m'était soumise par le groupe Cité, donc une question orale, donc je vous laisserai évidemment l'occasion de la poser. Donc, il y a donc, chaque année, on doit en fait actualiser le tableau des effectifs. Là, en l'occurrence, le tableau des effectifs qui vous est proposé, il est différent des tableaux des effectifs que vous avez pu voir les fois précédentes, puisqu'avant, nous avions un tableau des effectifs par filière et par grade. Et donc, on pouvait avoir sur une même ligne 12 personnes, parce que c'était de la même filière culturelle et d'agents de conservation, je dis n'importe quoi, mais voilà. Là, en l'occurrence, il nous est demandé dorénavant d'avoir un tableau qui soit un tableau intégrant les fonctions. Ça veut dire que chaque personne doit être identifiée dans le tableau des effectifs. Donc, on a un tableau des effectifs qui est beaucoup plus long que le précédent. Donc, chaque ligne correspond à une personne avec temps complet, temps non complet, titulaire ou non titulaire. Voilà. C'est les mêmes distinctions avant, les colonnes sont à peu près les mêmes, mais il y a un nombre de lignes beaucoup plus important du fait de l'intégration de ces fonctions. Voilà, je n'en dirai pas plus sur le sujet. Vous avez tout loisir de consulter et nous le passerons chaque année. Il n'y a pas forcément chaque année des modifications, mais avec cette forme-là, il est possible qu'il y ait des modifications parce qu'il y a certaines fonctions qui peuvent changer en cours de route sans pour autant que le grade de la personne change. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui fera qu'on aura peut-être un peu plus de délibération à voter chaque année. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce tableau des effectifs, Monsieur Fournier?
Monsieur le maire, mes chers collègues, nous avons effectivement quelques questions sur ce tableau des effectifs. Pourriez-vous quand même nous indiquer quels sont les changements? Alors là, je ne parle pas des changements de forme, mais des changements de nombre par rapport au tableau précédent, parce que même si nous votons formellement pour le tableau entier, c'est quand même l'évolution depuis le tableau précédent qui nous serait utile. En gros, en nombre de fonctionnaires ou par catégorie. Deuxième question, quelle est la part entre les différents contrats des agents contractuels, puisqu'il y a juste marqué titulaire et contractuel, mais c'est-à-dire entre ceux qui sont en CDI, CDD et vacataires pour chaque catégorie. Et en particulier, j'ai une question plus précise, pourquoi tous les postes sont à 90% du temps complet dans l'animation? Est-ce que cela reflète que tous les animateurs sont vacataires ou est-ce que ça correspond à leur emploi du temps? Troisième question, bien que la taille de notre commune ne rende pas obligatoire leur publication, y a-t-il un suivi des indicateurs d'égalité hommes-femmes, comme qu'on fait dans toutes les entreprises, comme ce qu'on fait dans toutes les entreprises, dans la gestion des effectifs? Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la situation de Viroflay sur ce sujet? Quatrième question, quelle est la proportion des postes titulaires sur le tableau qui sont actuellement occupés par un contractuel? Et en particulier, est-ce que la municipalité a des difficultés à pourvoir ces postes? Et enfin, dernière question et remarque, dans certaines catégories, animation, art et divers agents techniques, la proportion des contractuels est importante, voire prédominante. Même dans le cadre d'un juste compromis entre limitation de la dépense publique et emploi de fonctionnaires, il ne nous paraît pas souhaitable de créer de la précarité quand on emploie des personnes au service de la population. Et donc, la question, est-ce que dans ces catégories, les agents qui travaillent eux-mêmes depuis plusieurs années pour notre commune se voient bien proposer un CDI? Je vous remercie. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, des questions certaines extrêmement pointues. Je rappelle que les commissions qui se passent en amont du conseil municipal sont là aussi pour poser des questions plus techniques pour lesquelles la réponse peut vous être donnée en fait avant le conseil municipal. C'est pour ça que les commissions se tiennent en amont. Donc, on a noté les questions, on vous répondra sur les questions plus précises. Je vais vous répondre plus sur les questions d'ordre général. Sur le fait d'avoir est-ce qu'on a des difficultés à pouvoir les postes? Oui. Pas tant que ça, mais oui, on a des difficultés. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de postes sur lesquels arriver à avoir un titulaire fonctionnaire, c'est quasi impossible. C'est de plus en plus difficile de pouvoir recruter des fonctionnaires sur un certain nombre de postes qui sont techniques, hein. Dans l'informatique, c'est très compliqué. Dans d'autres types de filières, c'est aussi assez compliqué. Donc, effectivement, on recrute des contractuels. Dans le juridique, voilà, un certain nombre de choses, on recrute des contractuels. Et je peux vous dire que nous respectons strictement les règles qui sont établies, telles que si effectivement les contrats sont reconduits sur un certain nombre de fois, hein. Vous savez qu'on peut avoir 3 années reconductibles. En fait, on est amené effectivement à passer en mode CDI pour certaines de ces personnes. Donc, voilà, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Là, on a des vraies difficultés, hein, mais on a quand même un tableau des effectifs qui est plutôt bien rempli par rapport à d'autres communes. Voilà, il y a d'autres secteurs, hein. L'urbanisme, c'est un secteur aussi qui est compliqué pour trouver des instructeurs titulaires. Sur la question de l'indicateur égalité homme-femme, effectivement, nous ne sommes pas concernés par ce type d'indicateur, mais je peux vous dire que si on faisait le truc, on aurait beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc il faudrait rééquilibrer en recrutant des hommes, mais c'est quasi impossible. On réunissait mardi soir les personnels de crèche, j'étais le summum, non pas le summum, excusez-moi, j'étais le seul homme dans l'assistance. Voilà, là, c'est quasi impossible. Il y a beaucoup d'autres secteurs. Les ATSEM, ce sont des femmes. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre d'un poste municipal, c'est à peu près, il y a des femmes, il y a des hommes. Dans les crèches, oui. Là, en l'occurrence, il y a une directrice générale des services qui est une femme, une directrice des services techniques, directrice de la culture de la communication, directrice des travaux, des grands travaux, directrice des bâtiments. Les directrices de crèche sont des directrices. En fait, je suis entouré de directrices. Directrice des affaires économiques, directrice de l'événementiel. J'ai aucun homme directeur? Ah si, Monsieur Guéras qui part dans les mois à venir et qui sera remplacé par une femme.
Voilà, donc je me demande si quelque part, il n'y a pas une volonté de m'isoler. Voilà, la parité existe encore au sein de l'équipe municipale. Heureusement, une loi existe pour ça. Voilà. Donc, c'est difficile dans la fonction publique en fait, d'avoir ce type d'indicateur dont on ne tirerait pas grand-chose. En tout cas, c'est moi qui présente en conseil communautaire de Versailles-Grand-Parc ce type d'indicateur. Et là, en l'occurrence, il y a des filières dans lesquelles il y a que des hommes, des filières dans lesquelles il n'y a que des femmes. Voilà, ça ne dit pas grand-chose. Le seul indicateur qui peut être intéressant, c'est la question de l'égalité des rémunérations. S'assurer qu'on a bien des rémunérations qui sont équivalentes entre les hommes et les femmes pour les mêmes postes. Donc, cela, pour le coup, c'est quelque chose, et c'est un sujet auquel on est assez attentif aussi, pour faire en sorte que dans notre échelle de rémunération, il n'y ait pas de disparité sur un même poste occupé par des personnes d'origine et de genre différents, bien sûr. Monsieur Fournier. Oui, monsieur le maire, en entreprise, l'indice d'égalité homme-femme, c'est exactement cette question-là, en fait. C'est effectivement l'égalité des rémunérations et pas forcément un équilibre de nombre dans chaque catégorie. Et ceci étant, c'est à Versailles-Grand-Parc, on indique la répartition homme-femme aussi. Donc, c'est un sujet qui est suivi aussi. Mais effectivement, l'égalité, la question des rémunérations, c'est un sujet et je pense qu'il n'y a pas de sujet réellement à Viroflay sur dans ce domaine-là. Alors, juste pour préciser, donc, vous avez parlé de commission, donc le nouveau tableau des effectifs a été présenté dans une commission? La commission numéro 1. Donc, ça fait partie des sujets, parce que vous balayez toutes les délibérations, généralement en commission numéro 1. Pas les RH. Ah, pas les RH. Bon, mais si vous avez des questions, n'hésitez, parce que vous avez le tableau des effectifs, vous pouvez en profiter pour poser des questions. Poser des questions en amont, ça me permet d'avoir des réponses plus précises à vous apporter avant le conseil municipal. Bien sûr. Mais en fait, c'est vrai qu'à part ma première question, c'est des questions un petit peu d'intérêt général. Par contre, la première question sur celle de l'évolution par rapport au précédent tableau, ne connaissons pas, nous nous abstiendrons parce que nous ne pouvons pas voter en fait sur quelle évolution est tableau des effectifs. Ok, bon, on vous la donnera aussi. Ok, y a-t-il d'autres demandes de parole? Non, donc nous passons au vote. Donc, y a-t-il des oppositions? Abstentions, donc il y a 4 abstentions. Et les autres, donc abstention, le groupe VCV. Ok, merci beaucoup. C'était donc notre dernière délibération. Donc la séance est close dans sa dimension réglementaire. Vous avez reçu théoriquement les dates des prochaines séances de conseil municipal. Je vous les rappelle, elles sont indicatives. Elles peuvent encore changer, pas celle du 12 décembre. Clairement, là, donc, mais après, il y a théoriquement le 6 février, le 13 mars, le 3 avril et le 26 juin. Et toujours un jeudi et à 20 h. On fait en sorte que ce ne soit pas le jeudi qui précède des vacances, généralement, pour éviter, parce qu'il y a des valises à faire, généralement, si on parle le vendredi. Voilà. J'ai reçu donc dans les temps impartis une question du groupe Cité, et donc je vais laisser Monsieur Florence nous la lire et apporterai une réponse. Monsieur le maire, la presse s'est fait récemment l'écho de dysfonctionnements importants chez plusieurs prestataires de crèches privées, et notamment pointé la course au moins-disant. Les prix acceptés par ces crèches sont tirés vers le bas afin d'emporter les marchés publics, dans un certain nombre de cas au détriment de la qualité de service et même de la sécurité des enfants. Les entreprises Les Petits Chaperons Rouges et La Maison Bleue sont ainsi citées. À Viroflay, selon les chiffres de février 2024, une réunion publique au Concon des familles, ces deux entreprises offrent respectivement 14 et 55 berceaux. Sur ces 55 berceaux, la ville a réservé 20 berceaux. Pouvez-vous nous assurer que les prix offerts ne contraignent pas ces crèches à dégrader la qualité de service et la sécurité? Et par exemple, quelles sont les garanties de service et de sécurité que la ville a reçues de ces entreprises? Pouvez-vous nous assurer que, notamment dans le cas de la Maison Bleue, les 20 berceaux réservés offrent une qualité au moins semblable à celle d'une crèche publique? Nous vous remercions pour les réponses que vous pourrez apporter à ces questions. La question est relativement courte. Je vais y répondre. Je vais faire une réponse relativement courte aussi. Il y a plusieurs garde-fous en fait dans ce système-là. Je vais d'abord répondre à la dernière question, qui est le fait que les berceaux réservés offrent une qualité au moins semblable à celle d'une crèche publique. La réponse est oui. Si vous avez rajouté à celle d'une crèche publique de Viroflay, la réponse est non.
Pourquoi? Parce qu'on a une qualité de service dans les crèches publiques de Viroflay qui est tout à fait exceptionnelle. Vous verrez qu'on inaugurera la nouvelle crèche Jeanne Gégère sur l'avenue. C'est absolument exceptionnel. Le personnel est enchanté. Et dans les autres crèches, en fait, on a vraiment une qualité de service avec du personnel qui est tout à fait qui répond à l'ensemble des règles en fait qui existent et des règles et en qualité, c'est-à-dire diplômés, pas diplômés, et en quantité par rapport au nombre d'enfants à garder. Donc clairement, pour arriver au niveau des crèches de Viroflay publiques, il faut y aller, mais néanmoins, les deux garde-fous dont je voulais parler sur la qualité de service proposée par les crèches privées dans lesquelles nous réservons des berceaux, 20 berceaux à la Maison Bleue qui se trouve à la rive droite. Les deux garde-fous, c'est la PMI. La PMI, qui est un service qui dépend du conseil départemental, exerce un nombre de contrôles assez important dans l'ensemble des crèches privées. Je discutais dernièrement de ce sujet avec le directeur de la petite enfance du conseil départemental et qui me disait que cette année, ils avaient été amenés à fermer 2 crèches dans les Yvelines pour des raisons de personnel ou ce genre de choses, parce qu'ils ne respectaient pas l'ensemble des règles. Et donc, clairement, le contrôle est assez actif. J'en profite d'ailleurs pour remercier les services de PMI qui sont très accompagnants, notamment la crèche qu'on a ouverte ici même. En fait, ils ont été tout le long du projet accompagnants pour s'assurer que nous faisions les choses dans les règles de l'art, mais également nous donner des conseils pour arriver à offrir un lieu qui soit un lieu de qualité pour le personnel et les enfants. Et le deuxième garde-fou, c'est les parents. Et je peux vous dire que lorsqu'il y a un problème quelconque dans une crèche, je le sais tout de suite. Que ce soit dans une crèche privée, dans une crèche publique ou une crèche privée dans laquelle la ville aurait des berceaux et aurait attribué des berceaux. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, enfin l'année dernière, dans la crèche de la Maison Bleue, justement, un problème majeur d'inondation lié à des canalisations en fait dans la zone d'activité qui avait débordé, lié à des travaux de la SNCF d'ailleurs. Et donc la crèche a dû être délocalisée. J'avais réussi à trouver un local dans lequel la crèche a pu continuer à exercer à Porche-Fontaine, un local du conseil départemental. Et les parents, on a surtout mis les parents d'enfants viroflésiens en fait dans cette crèche. Les parents étaient tout à fait contents de l'encadrement, de ce qui a été fait. Et lorsque la crèche est revenue, en tout cas pour occuper le premier étage, qui avait été quand même touché pour les questions d'électricité, tout ça, j'ai quand même eu un parent qui m'a dit ah, attention, ça va pas du tout, les extérieurs, c'est complètement naze. Donc je suis allé voir et donc je peux vous dire que dès qu'il y a un souci, les parents savent le dire et donc en fait on est capable d'agir si besoin. On a des très bons contacts et Laure Cotin qui n'est pas là ce soir, mais Laure Cotin, maire adjoint en charge de ce sujet-là, est en contact avec l'ensemble des directrices de crèche, y compris la directrice de la Maison Bleue. Et puis, il y a beaucoup de suivi qui a été fait par notre directrice générale des services sur le sujet également. Donc là, clairement, je n'ai aucun doute sur le fait que cette Maison Bleue, même si elle est citée dans le livre Les Ogres, qui est paru récemment, la Maison Bleue à Viroflay, en tout cas, ne pose aucun problème de qualité du service proposé aux Viroflaysiens. Voilà, il ne racle pas les fonds de tiroir ou en tout cas pour essayer de faire du profit sur le dos des enfants ou des familles. Voilà. Donc là, c'est une assurance tout risque que nous avons sur le sujet. Sauf si vous avez, vous, des remarques, des retours en fait négatifs, mais en tout cas, ça fait quelques années qu'on réserve des berceaux à la Maison Bleue. On n'a aucun retour. Par contre, sur les autres crèches, il y a des micro-crèches privées. Il y en a 4 sur Viroflay, des micro-crèches privées. Là, elles sont totalement privées. Elles ne dépendent pas de la CAF. Et donc là, on n'a pas de pouvoir de regarder, on n'a pas d'attribution non plus dans ces différentes crèches, mais ces crèches sont aussi sous le regard de la PMI qui définit et s'assure que la réglementation et les normes sont bien respectées.
Et il y a une nouveauté qui va se passer, c'est le fait que si des nouvelles crèches privées s'ouvrent dans Viroflay, nous devrons donner un avis sur l'ouverture de ces crèches privées. Voilà. C'est une chose étonnante, c'est une nouvelle loi qui est sortie. Voilà. Ça, c'est dans le cadre de la loi sur le service public de la petite enfance. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vous ai rassuré? Très bien. Moi, quand j'entends dans la presse que des berceaux sont vendus à 4 000 ou 5 000 euros à des communes, là, clairement, c'est sous le prix de revient. Donc, clairement, en fait, une crèche ne peut pas fonctionner comme ça. Je rappelle aussi qu'une crèche, le coût d'un berceau d'une crèche, globalement, est compris entre 18 000 et 19 000 euros hors recette, donc le coût de revient brut. Et que la plupart du temps, en fait, le coût net pour la ville, c'est aux alentours de 9 à 10 000 euros. On en supporte la moitié. Et le tarif qu'on paye à la Maison Bleue, c'est à peu près le même tarif qu'on paye pour les crèches publiques. Ceci étant, je vais finir mon intervention en disant que le sujet de la garde des enfants en France va être de plus en plus problématique compte tenu de la difficulté à recruter du personnel qualifié. Et beaucoup de villes ont construit des crèches, mais ne sont pas en mesure de les remplir du fait du manque de personnel. Vélizy a ouvert une crèche l'année dernière. Toutes les sections ne sont pas ouvertes parce qu'ils n'ont pas réussi à recruter. Le Saint-Cyr, il y a eu un problème avec une crèche privée qui était juste en People and Baby d'ailleurs, avec une délégation de service public. Ils ont été obligés de reprendre la gestion en direct de la crèche pour des raisons personnelles, devoir recruter 13 personnes, je crois, en l'espace de quelques semaines. Ça a été horriblement compliqué. D'autres villes ont des difficultés. Donc, tout cela, en fait, ne va pas dans le bon sens pour pouvoir assurer un taux de service, j'allais dire un taux, hein, pas de qualité, pas un service de qualité, mais un taux de service qui soit satisfaisant pour l'ensemble des Viroflaysiens et des enfants qui ont besoin d'être gardés. Voilà, j'ai élargi un peu le sujet. Mais le service de la petite enfance, le service public de la petite enfance va tout résoudre, bien évidemment. J'ai une professionnelle de la petite enfance à côté de moi, j'ai entendu une sorte de... Elle a pouffé discrètement, mais elle sait bien de quoi il s'agit. Voilà pour la réponse à votre question, la question du groupe Cité. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie.